En 2011, dans la paisible ville de Wayland, dans le Massachusetts, un événement tragique a bouleversé toute une communauté, laissant des blessures durables et profondes. Cette affaire a captivé l'attention nationale et résonné bien au-delà des frontières de cette petite ville pittoresque. Au cœur de cette histoire, une jeune femme pleine de vie, aimée de tous ceux qui l'entouraient, et un amour tourmenté qui a conduit à une fin impensable. Rejoignez-nous afin de plonger dans les profondeurs de cette affaire. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer les prochaines histoires passionnantes. Et si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour montrer votre soutien. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans l'affaire Lauren Astley. Lauren Astley est née le 1er avril 1993 à Boston, dans l'État du Massachusetts. Elle était l'unique enfant de ses parents qui l'adoraient profondément. Son père et sa mère étaient enseignants dans une école publique. Par la suite, la famille a déménagé dans la paisible ville de Wayland, toujours dans le Massachusetts. Cette communauté, avec environ 10 000 habitants, offrait un cadre idéal pour une vie de famille tranquille. La famille Astley était très active dans la communauté ecclésiale, assistant régulièrement au service du week-end. Cependant, en 2006, lorsque Lauren avait 13 ans, ses parents ont divorcé. Malgré cela, ils sont restés en bons termes dans l'intérêt de leur fille. Lauren nourrissait une passion pour le tennis et la musique. Elle était capitaine de l'équipe de tennis de son école et participait activement à la chorale de son église. Dotée d'un talent artistique remarquable, elle avait même joué le rôle principal dans une comédie musicale scolaire à l'âge de 12 ans. Pendant ses dernières années d'école, elle travaillait comme monitrice dans un camp d'été, et le reste de l'année, elle travaillait comme vendeuse dans un magasin de vêtements pour être indépendante et subvenir à ses besoins. Lauren se distinguait par sa gentillesse, son optimisme, son dynamisme et son altruisme. En tant que bénévole, elle avait activement contribué à la reconstruction de la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina. À l'âge de 14 ans, la jeune fille a commencé à fréquenter un garçon de son école, Nathaniel Fujita, âgé de 15 ans. C'était leur première relation. Nathaniel était un garçon calme et posé. Il était sérieusement impliqué dans le football américain. Il était une star de l'équipe scolaire. Il a des origines japonaises et vient d'une famille respectable. Son père était professeur à l'université et jouait de la guitare. Nathaniel et Lauren formaient un couple idéal. Ils semblaient si jeunes et heureux que beaucoup les enviaient à l'école. Lauren soutenait son petit ami en assistant aux matchs de football et en assistant aux performances du groupe dans lequel chantait Nathaniel. Et Nathaniel soutenait toujours Lauren dans toutes ses passions. Leur famille était proche et approuvait leur relation. Mais avec le temps, la relation du couple a commencé à se détériorer. Au bout de 3 ans, les jeunes se disputaient souvent. Nathaniel manifestait un comportement possessif en exerçant un contrôle excessif sur chaque action de Lauren. Par exemple, lors d'une fête, lorsqu'un autre garçon a commencé à discuter avec Lauren, Nathaniel a réagi de manière violente, en l'attaquant violemment. Cette réaction a choqué toutes les personnes présentes à la fête. Les amis de Lauren lui ont vivement conseillé de rompre avec Nathaniel, soulignant son comportement sauvage et inacceptable. Lauren envisageait déjà de rompre avec lui, mais elle avait peur de le quitter. Elle pensait qu'une fois qu'elle aurait obtenu son diplôme secondaire et commencé ses études universitaires, leur chemin se séparerait et le problème se résoudrait de lui-même. Grâce à son excellence sportive, Nathaniel avait déjà été accepté à l'université du Connecticut. Lauren a terminé ses études secondaires à Wayland en 2011 et a été admise à l'université Elon en Caroline du Nord. Elle devait étudier le design de mode dans cette université. Ainsi, pendant l'été 2011, Lauren a commencé à rassembler ses affaires. Elle était tellement concentrée sur son déménagement qu'elle s'éloignait de Nathaniel et ne lui prêtait pas attention. Nathaniel était en colère contre elle. Sa mère a remarqué le comportement étrange de son fils et l'a emmené chez un psychiatre. Lors des séances, le garçon a déclaré que son humeur était de 1 sur 10. Le psychiatre lui a prescrit des médicaments contre la dépression, mais Nathanaël a refusé de les prendre. Au lieu de cela, il pensait de plus en plus à Lauren, qu'il ignorait. Nathaniel a arrêté de sortir de chez lui, restait toute la journée dans sa chambre, buvait de la bière, fumait des substances et pensait à elle.
Son comportement semblait de plus en plus inquiétant. Nathanaël lui a envoyé un email dans lequel il demandait à être de nouveau ensemble. Mais la jeune fille n'a pas répondu. Lorraine ne voulait simplement plus de cette relation toxique. En juin 2011, ils se sont rencontrés à la remise des diplômes. Nathanaël suivait Lorraine partout. La jeune fille se sentait mal à l'aise et a demandé au garçon de la laisser tranquille. Il s'est emporté et a frappé le mur de son poing avant de partir. Mais un mois plus tard, la situation a atteint son paroxysme. Le 3 juillet 2011, Lorraine travaillait dans un magasin de vêtements dans un centre commercial. Dans la journée, elle a retrouvé son amie Ariel et elles ont convenu que Lorraine passerait chez elle après le travail. Lorraine devait d'abord aller chez elle pour s'échanger et ensuite aller chez son amie pour la nuit. La journée de travail de Lorraine s'est terminée vers 19 h. Lorraine est rentrée chez elle, mais elle n'est jamais arrivée à la maison. À 20 h, sa mère s'est inquiétée de l'absence de Lorraine. Normalement, elle serait déjà rentrée à cette heure-là. La femme a commencé à l'appeler, mais la jeune fille ne répondait pas. Alors sa mère a appelé ses amis, mais ils ne savaient pas non plus où était Lorraine. Son amie Ariel a dit qu'elles avaient prévu de se retrouver, mais Lorraine ne répondait pas aux appels. Inquiète, sa mère a appelé son père et lui a dit que Lorraine avait disparu. Son père est venu en courant. Ils sont sortis dans la rue pour chercher leur fille, mais ne l'ont pas trouvée. Ils sont rentrés chez eux pour signaler la disparition de Lorraine à la police. Ariel était également inquiète et a appelé Nathaniel, mais il n'a pas répondu. Plus tard, elle a appelé le téléphone fixe de Nathaniel et sa mère a répondu. La femme a appelé son fils au téléphone. Lorsqu'on lui a demandé s'il savait où était Lorraine, il a répondu qu'il ne l'avait pas vue depuis longtemps et ne savait pas où elle était. Puis il a dit qu'il n'avait pas le temps. Il regardait un film et a raccroché. Les policiers ont immédiatement pris l'affaire en main et sont venus chez la mère de Lorraine. Inquiète, la mère a expliqué que le garçon avec qui Lorraine sortait avait un comportement inapproprié et agressif. Elle craignait qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Les policiers se sont alors rendus chez Nathaniel. Il a déclaré qu'il ne savait pas où était Lorraine. Ainsi, la recherche de la jeune fille a commencé. Les amis et la famille de Lorraine l'ont cherchée toute la nuit. Ses amis ont parcouru la ville en voiture à la recherche de Lorraine et ont trouvé la voiture de la jeune fille disparue au bord d'une rivière. Elles ont informé la police. Les parents de Lorraine sont arrivés sur place et ont concentré leurs efforts pour retrouver Lorraine à cet endroit. Les enquêteurs se sont rendus au centre commercial. Il était déjà fermé et il n'y avait personne sauf les gardiens. Les enquêteurs ont alors demandé les enregistrements des caméras de surveillance du centre commercial et les ont étudiés. Il s'est avéré que Lorraine était arrivée au travail dans le magasin à 9 h 45 et en était partie à 18 h 45. Sur les images de vidéo de surveillance, on peut voir que Lorraine parlait au téléphone avec quelqu'un. Plus tard, les détails des appels téléphoniques de Lorraine ont montré qu'elle avait parlé à Nathaniel et à 19 h 05, elle a envoyé son dernier SMS à Nathaniel. Il ne contenait qu'un seul mot, « ici ». Le matin, juste après l'aube, un corps d'une jeune femme a été découvert par une cycliste dans un marais près d'une route. Cet endroit se trouve à environ 10 km où la voiture de Lorraine avait été retrouvée. La cycliste en a informé la police. Les policiers sont immédiatement arrivés sur les lieux. La jeune femme avait été étranglée, sa gorge avait été tranchée, une corde était emmêlée dans ses cheveux et une serviette ensanglantée se trouvait sur la rive. Le corps de cette jeune femme s'est avéré être Lorraine. Le père de Lorraine a identifié sa fille. Le matin, les policiers sont revenus à la maison de Nathaniel. Son père a ouvert la porte. Il a raconté que leur famille avait dîné au restaurant hier, et vers 18 h, Nathaniel les avait quittés pour se rendre au centre commercial pour une affaire importante. Selon son père, Nathaniel n'était pas à la maison à ce moment-là. Nathaniel était le principal suspect, donc les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition pour sa maison. Nathaniel n'était pas à la maison, mais les policiers ont trouvé des preuves importantes dans la maison. Dans le garage, ils ont trouvé des traces de sang. Du sang a également été découvert sur la voiture de Nathaniel, à l'extérieur et sur les tapis à l'intérieur. Dans le sous-sol, ils ont trouvé une corde similaire à celle avec laquelle Lorraine avait été étranglée, ainsi qu'un sac de sport noir contenant des baskets trempées et sales, également tachées de sang. Dans le grenier, ils ont trouvé des vêtements ensanglantés de Nathaniel dans un sac poubelle. Toutes les preuves ont été envoyées au laboratoire. Plus tard, l'analyse ADN a montré que le sang appartenait à Lorraine.
L'autopsie de Lorraine a été réalisée le 5 juillet 2011. La cause du décès était l'étranglement avec une corde et la perte de sang due à la gorge tranchée. Le pathologiste était convaincu que la jeune fille était encore en vie lorsque la corde lui a été passée autour du cou. Ni l'artère carotide, ni l'artère jugulaire n'avaient été coupées. Lorraine n'était pas morte immédiatement, mais a été lentement torturée en perdant du sang tout en étant étranglée. Le corps de la jeune fille présentait également des blessures causées par des coups d'un objet contondant sur la tête, de nombreux bleus sur le visage, les bras, les jambes et le torse. Il s'est avéré que la mère de Nathaniel était venue travailler chez Lorraine à la mi-juin, quelques semaines avant la tragédie, et lui avait demandé de rendre visite à son fils car il était déprimé, et la jeune fille avait accepté de le visiter d'une manière ou d'une autre. Peut-être ce jour-là, le 3 juillet, Lorraine l'avait appelé pour soutenir le garçon. Nathaniel a été déclaré en fuite. Le 5 juillet, il a été arrêté. La police a suivi sa trace jusqu'à la maison de son cousin dans la ville voisine où il se cachait. Le garçon a été arrêté. Le visage de Nathaniel et son corps portaient de nombreuses égratignures fraîches qui ressemblaient à des blessures de défense. Il a assuré qu'il n'avait aucun lien avec le meurtre de Lorraine. Nathaniel a raconté qu'il avait parlé à Lorraine au téléphone ce soir-là et qu'elle était venue chez lui. Elle était restée littéralement 5 minutes et était partie. Il ne l'avait plus revue depuis. Mais Nathaniel ne pouvait en aucun cas expliquer comment le sang de Lorraine se retrouvait sur ses vêtements, dans la maison et dans la voiture. Nathaniel a été inculpé de meurtre au premier degré. Son procès n'a commencé que 18 mois plus tard, en février 2013. Nathaniel a continué à clamer son innocence. Selon l'accusation, ce soir-là, Lorraine l'avait appelé pour soutenir le garçon à la demande de sa mère. Il lui avait demandé de venir, et elle avait accepté. Nathaniel s'est excusé du dîner et est allé au centre commercial pour acheter une corde et un couteau. Il s'est préparé au meurtre. La jeune fille est venue chez lui et a envoyé son dernier message, ici, sans savoir qu'elle était tombée dans un piège. Nathaniel était seul à la maison. Le garçon a essayé de ramener la jeune fille, mais elle a refusé. Dans un accès de rage, il l'a attaquée et l'a sauvagement tuée dans le garage. Nathaniel s'est d'abord débarrassé de sa voiture. Il l'a laissée au bord de la rivière, pensant que c'était un endroit discret. Ensuite, il est rentré chez lui, a mis le corps de Lorraine dans sa voiture Honda et l'a emmené dans les marais. C'est là qu'il a sali ses vêtements et ses chaussures dans la boue. Une fois chez lui, Nathaniel a caché ses vêtements dans le grenier et a fait un peu de ménage avant que ses parents ne rentrent. Au procès, le procureur a présenté toutes les preuves avec le sang de la victime retrouvée dans la maison de Nathaniel et sur les lieux du crime. L'examen de l'ordinateur de Nathaniel a montré qu'il avait effectué des recherches le soir de la disparition de Lorraine sur la façon de nettoyer le sang. Un témoin est intervenu au procès, affirmant avoir vu Nathaniel au volant de la voiture de Lorraine ce soir-là. Il n'avait pas de chemise et avait l'air très effrayant. L'avocat de Nathaniel a déclaré que l'accusé souffrait d'une maladie mentale, ainsi que d'une blessure à la tête subie lors d'un match de football, et qu'il avait tué Lorraine lors d'une crise psychotique, sans se rendre compte de ce qu'il faisait. Les proches de Nathaniel ont confirmé qu'il y a des personnes atteintes de paranoïa, de schizophrénie et de troubles bipolaires dans leur famille, et il était possible que ces maladies aient été transmises à Nathaniel. Cependant, l'expertise psychiatrique menée par plusieurs psychiatres a montré que, malgré la dépression, Nathaniel était tout à fait sain d'esprit. Les parents de Lorraine ont témoigné au tribunal qu'ils ont toujours considéré Nathaniel comme un bon garçon. Et ce n'est que maintenant, en regardant en arrière, qu'ils réalisent qu'il y avait des signes inquiétants dans son comportement qu'ils n'ont pas pris au sérieux. Nathaniel était trop calme et réservé, contrairement à leur fille. Il n'était pas apprécié par les amis de Lorraine qui s'opposaient à leur relation. Les parents de Nathaniel ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à cela de la part de leur fils. Ils craignaient que Nathaniel puisse se faire du mal et se suicider à cause de la douloureuse rupture avec Lorraine. C'est pourquoi ils l'ont emmené chez un psychiatre et ont demandé à Lorraine de le soutenir, mais ils n'auraient jamais pu imaginer que leur fils était capable de meurtre. Le 7 mars 2013, un jury a déclaré Nathaniel coupable de meurtre au premier degré. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les parents de Lorraine étaient satisfaits du verdict. Après l'annonce du verdict, le père de Lorraine s'est approché des parents de Nathaniel et les a enlacés en signe de soutien. Comme il l'a expliqué plus tard,
Cette tragédie et le procès ont été un véritable test pour les deux familles et leur ont causé beaucoup de douleur et de souffrance. C'est pourquoi il a voulu les soutenir. Cette affaire avait suscité une attention considérable dans les médias, en raison de sa nature tragique et des questions qu'elle soulevait sur la violence entre partenaires intimes et les signes avant-coureurs de comportements violents. C'est un rappel poignant des dangers de la violence domestique et des relations abusives. Selon les statistiques, un adolescent américain sur 3 est confronté à des problèmes de harcèlement dans les relations lors d'une rupture, mais la plupart d'entre eux le cachent. Les parents de Lauren ont créé un fonds commémoratif en l'honneur de leur fille et mènent des activités éducatives. Ils enseignent comment faire face émotionnellement à une rupture sans recourir à la violence. L'objectif est d'apprendre aux adolescents à accepter cela et à avancer. Chers abonnés, c'est la fin de cette histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.